1944 que les troupes allemandes, cernées, ont connu dans la région de Falaise leur plus grand désastre militaire depuis Stalingrad. Cette victoire ouvre aux Alliés la route de la Seine et du Rhin, mais Eisenhower veut contourner Paris. Or, c'est à la fin de la même semaine que le Comité parisien de libération proclame l'insurrection avec l'approbation du général de Gaulle. Il souhaite installer son gouvernement à Paris avec l'aide de la résistance. De sorte que l'union s'effectue dans l'ivresse de la liberté retrouvée. Pour commenter la libération de Paris, nous verrons d'abord le journal de la Résistance et ensuite les actualités du monde libre. Et pour les commenter in vivo, nous sommes avec celui qui incarne cette libération de Paris, le colonel Rolf Tanguy, chef des FFI, à qui je demande deux types d'actualités. Y avait-il donc une zizanie, une divergence de vue? Quel est votre souvenir de ces journées extraordinaires? D'abord, l'unité de la résistance. Et la décision d'insurrection a été prise par les responsables, le Conseil national de la résistance, le CPL, et moi-même, j'ai donc reçu en conséquence des ordres nécessaires. Par conséquent, nous avons déclenché l'insurrection à point nommé quand toutes les conditions étaient réunies pour son succès. Ces conditions? Ces conditions, c'était que le peuple de Paris était prêt à se battre. Nous avons organisé et conduit sa bataille. Et ce que surtout avait été le signal, c'était des grandes manifestations de juillet où pour la première fois, ni la police, ni les Allemands ne sont intervenus. Eh Donc, bien, nous étions sûrs d'avoir l'appui de la population. Eh bien, on va voir d'abord ce journal de la Résistance qui a été fabriqué par des cinéastes résistants, plusieurs équipes qui ont regroupé leurs images et fabriqué ce journal que vous nous commenterez. Avec la voix de Pierre Blanchard. « 19 août 1944. De qui plie sous le poids de la foule, le général est remonté en voiture. Et le défilé s'engage dans la rue de Rivoli, où flottaient hier encore les étendards à trois gamets. À l'hôtel de ville qui fut le premier centre de la libération, le général de Gaulle salue Paris et le remercie.
partout et vient éclater sur cette grande place au cœur de Paris, au cœur de la France, la place de la République. Colonel Rol-Tanguy, en regardant ces images, je cherche, et je ne vous vois pas. Vous, le libérateur de Paris, chef du FFI, comment vous expliquez cette absence? Eh bien, le cortège s'est formé en quittant l'Arc de Triomphe. Au premier rang, il y avait naturellement le général de Gaulle, avec quelques-uns de ses ministres, quelques membres du Conseil national de la Résistance, dont mon ami Gillot, les généraux Juin, Leclerc, Billotte. Mais nous étions assez loin derrière. Ma foi, je dois dire que nous n'étions pas très joyeux, mais après tout, pour nous n'étions pas encore sortis de la clandestinité. Oui. Mais je crois que la joie de Paris, c'était aussi notre récompense. Oui, mais il y a une petite amertume quand même, parce que qui avait organisé le protocole, si j'ose dire, de ce défilé? Ah, mais ça, c'était sous l'autorité du préfet Charles Luizet, préfet de police, avec lequel d'ailleurs je me suis toujours très bien entendu. C'est lui qui avait organisé, il avait même appelé la population de Paris à assurer la sécurité du général de Gaulle. Oui. Et alors il avait mis la résistance derrière, comme ça? Ah, c'est pas lui, le préfet de police. Oui. Il faut dire, ça s'est organisé comme ça. Il est certain que le général de Gaulle venait à Paris avec une partie de son gouvernement. Il voulait aussi quand même rendre hommage au Conseil national de la Résistance. Ma foi, les militaires, ce sont des gens modestes et... Sauf les commandants en chef, voilà. Eh bien, ils prennent leur rang là où on les met. Tout de suite. Et vous en laissez derrière. Alors, cela dit, nous n'insisterons pas parce qu'on va y revenir. Ça implique quand même, non pas une zizanie, mais une manière de voir les choses qui, plus tard, va avoir des conséquences. J'ai une question à vous poser sur les événements qui précèdent. C'est-à-dire sur cette trêve qui a eu lieu pendant les combats, et trêve que le général de Gaulle a désapprouvé d'ailleurs, que vous avez combattu, mais qui a eu lieu quand même. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Dans cette trêve, je crois qu'à l'origine, il y a eu des ordres venus de Londres, à savoir que Charles Koenig avait dit au général Chaban, mon ami Chaban-Delmas, de déclencher l'insurrection que quelques heures avant l'arrivée des troupes alliées sur Paris. Et Chaban, loyal vis-à-vis de son chef, eh bien, il a tenté justement d'appliquer cette directive qui ne correspondait en rien à la situation. Et d'ailleurs, après cette séance assez dramatique du Conseil national de la Résistance en présence de Chaban-Delmas, quand les renseignements sont parvenus à savoir que Cholty disait « j'ai 150 chars, les avions au Bourget sont avérés faux », tout de suite, alors Chaban s'est rangé à la décision et a accepté cette proclamation que le Conseil parisien de la Libération avait lancée, tous aux barricades, etc. Mais le général Choltitz a quand même arrêté le représentant du général de Gaulle. Oui, ça tout à fait par hasard. Mais il faut quand même peut-être ici faire un peu le portrait de Choltitz. Battu à Stalingrad, battu en Normandie, voyons aussi les effets du complot du 20 juillet, le suicide de Kluge, remplacé par modèle de spécialiste de la retraite, Speidel disant que si Choltitz s'était replié, c'était la potence, et une insurrection sur les bras, sans les moyens, comme le dit le général allemand Warlimont. Par conséquent, tout ce point-là, autrement dit, Choltitz était mûr pour la capitulation, ce qu'a dit d'ailleurs le consul Nördling, qu'avant de capituler, Choltitz était rendu à la résistance. C'est-à-dire que, contrairement à une légende qui a eu tendance à prendre de l'ampleur depuis, ce n'est pas tellement l'amour de Paris ou le désir de sauvegarder une ville, etc., qui l'a animé, mais l'idée que peut-être il était temps de mettre fin au moins à cette partie de la guerre. Il est certain qu'il n'avait pas une mentalité de vainqueur, comme je viens de l'expliquer, mais ce qui a été aussi décisif, c'est cette levée de Parisiens et de Parisiennes qui ont littéralement paralysé l'ennemi. D'ailleurs, Choltitz l'a dit, Paris se paralysait de lui-même dès le 19 août. Oui. Par conséquent, en face d'une telle situation et sans les moyens nécessaires, comme il l'a dit, Choltitz a dit, l'ordre de détruire Paris, pour moi, était inexécutable. Oui. Cela dit, s'il y a eu cette trêve, c'est aussi, si je suis bien informé, parce que certains jugeaient que les Alliés n'arrivaient toujours pas et qu'il pourrait y avoir de grands massacres si on continuait à se battre trop vite et trop fort. Alors, on va voir maintenant les actualités faites par les Alliés
et on va vérifier ce que faisaient les Alliés et comment la résistance les a aidés. Un mot simplement, je répète, Cholty n'avait pas les moyens. Par conséquent, il ne pouvait pas écraser l'insurrection ni détruire Paris. Voyons maintenant les actualités du monde libre, différentes, on verra comment, des actualités préparées par la résistance intérieure. Paris est libre. Paris, plongé dans la nuit pendant 4 longues années, voit la fin de son cauchemar. Le peuple de Paris tout entier, encadré par les FFI, a reconquis les armes à la main, après 4 jours de durs combats, son droit à la liberté. Dans l'énorme charnier de Caen jusqu'à la Seine, Hitler a vu sa puissante armée réduite en lambeaux par les blindés britanniques. Là, l'Allemagne a dû payer ses dettes. Pendant 40 jours de combats acharnés, Montgomery a fixé les blindés allemands. Puis, ce fut le déluge de fer et de feu noyant la puissance allemande. D'abord, un par un, puis par centaines, les prisonniers allemands sont dirigés vers les camps de concentration, édifiés par leurs soins à l'intention des patriotes français. En voici qui croient encore sans doute à la nouvelle arme secrète. Ou bien sont-ils inconscients, comme celui-ci, un jeune Ukrainien, que les Allemands ont enrôlé de force après avoir tué ses parents? Est-ce la faim qui a fait sortir ces loups des bois? Irrésistible, le plan prévu se déroule. Les blindés alliés avancent au milieu des ruines, réduisant les poches de résistance où des fanatiques continuent une lutte sans espoir. Chaque Français, chaque Française participe à la lutte commune pour la liberté. À Chartres, cette jeune fille a fait à elle seule 25 prisonniers. Rambouillet, dernière étape de la marche triomphale du général de Gaulle. Ce sont les forces américaines qui, les premières, ont traversé la Seine. Grâce aux Canadiens et aux Britanniques qui resserrent leur étreinte mortelle sur les poches de résistance allemande, les blindés américains se ruent sur la frontière du Rhin. Avançant rapidement à l'ouest et à l'est de Paris, leurs colonnes viennent jeter la panique parmi les panzers. Une de ces colonnes vient prêter main forte à la résistance qui tient la capitale. Colonel Roll, les actualités faites par la résistance ne parlaient que tard des Américains. Nous les voyons maintenant en force, et je vais vous poser cette question. Quel rapport, vous, chef du FFI, vous avez eu d'abord avec les Américains et ensuite avec les troupes de Leclerc? Avec les Américains, je n'avais pas de rapport direct. C'était Chaban qui avait les moyens radio nécessaires. Par conséquent, mon seul contact que j'ai eu avec les Américains, c'est le 22 août par mon chef d'état-major, le commandant Gallois, qui est parvenu, après une odyssée, à traverser les lignes allemandes et à parvenir justement au groupe d'armée commandé par le général Bradley, et au matin du 22 août, de rencontrer le général Leclerc sur le terrain de Laval. Et c'est à ce moment-là que le Bradley a pris cette décision, après en avoir conféré le général Eisenhower, car changer une décision stratégique
pour une grande machine militaire comme celle de l'offensive alliée, c'était extrêmement difficile. Et je crois que c'est Chaban-Delmas qui a eu le mot final en la question en disant que c'est l'insurrection qui a décidé la décision de marcher sur Paris, et non pas une insurrection à venir, mais une insurrection qui avait lieu. Et cela venait donc à l'appui aussi du général de Gaulle, comme il a dit lui-même. Ce sont les renseignements amenés par le commandant gallois qui ont aussi appuyé ma démarche pour marcher sur Paris. Et je dois dire qu'au bas de la proposition de Légion d'honneur du commandant gallois rédigée par le général Leclerc, il a dit textuellement « Il est exact que l'arrivée du commandant gallois au quartier général du général Bradley a influé d'une manière importante sur la décision de diriger sur Paris la 2e DB. » Autrement dit, c'est l'insurrection que vous avez menée, je m'excuse d'insister sur ce point, qui a été à l'origine du changement stratégique des Américains grâce à cet intermédiaire qui a su le mettre en valeur. La lutte a été chaude au pied même de la Tour Eiffel, à l'école militaire, à la Chambre des députés. Et la bataille se termine par une capitulation maintenant traditionnelle. Les Parisiens, ivres de liberté, acclament l'armée légendaire de Leclerc, l'armée du Tchad, cette armée qui, reniée par Vichy, chasse aujourd'hui avec les Alliés l'ennemi du sol de France. Les quelques Britanniques qui se trouvent dans la capitale reçoivent un hommage émouvant et enthousiaste de la foule parisienne. Colonel Roll, on voit bien la différence entre ce deuxième document qui, au fond, rappelle un peu soit les actualités anglaises, soit les actualités américaines, militaires dans son esprit, avec les foules qui applaudissent et qui fait la barbelle, bien sûr, à De Gaulle. Et le premier film qui émane, au fond, des forces vives de la résistance, qui spontanément, dans tout Paris, filme le combat. Et c'est seulement ensuite qu'on a regroupé tous ces éléments disparates et qu'on en a fait le film que nous avons vu en premier, qui a d'ailleurs plusieurs formes, puisque dans les uns, il s'arrête aux Champs-Élysées, dans les autres, on voit les troupes qui tirent sur des soldats qui tirent sur Notre-Dame, etc., etc. Il y en a plusieurs versions, mais versions qui, en quelque sorte, s'expliquent par la spontanéité du tournage, alors que là, on roule vers la victoire, et ce sont les forces alliées qui continuent en quelque sorte leur apothéose par ce tournage définitif. C'est un hommage à nos camarades américains, anglais, canadiens, naturellement. Voilà. Or, là, ils font la part belle, bien sûr, à la résistance, mais surtout à De Gaulle, et c'est équitable. Et nous savons que ce sont les Anglo-Américains, les Anglais, qui les premiers annoncent la libération de Paris, le 23 août, ce qui irrite quelque peu le général Koenig, une fois de plus, qui toujours semble avoir freiné
les élans de la résistance. Je dois dire ici, pour être fidèle à l'histoire, qu'après l'opération Cobra et des Bouchons du Cotentin, les soldats américains n'allaient plus au combat qu'en criant « effet faille, effet faille ». C'était l'hommage des combattants américains à la résistance. Il est bon, 50 ans après, de le rappeler. Le général de Gaulle, qui a connu la solitude et l'incompréhension, mais qui n'a jamais douté des destinées du pays, reçoit, entouré de ses compagnons de la première heure, l'hommage vibrant et unanime des Français. Ils se souviennent que pour tous ceux des leurs qui combattaient dans les sables de Libye, dans le ciel d'Angleterre, dans les eaux glacées de Mourmansk, ou pour ceux qui continuaient la résistance sur le sol même de la patrie, son nom était le symbole de la lutte contre l'ennemi. Tandis que le général de Gaulle sort de l'hôtel de ville, des mercenaires à la solde de Hitler ouvrent le feu dans sa direction, blessant et tuant quelques spectateurs. D'autres coups de feu sont tirés des tours de Notre-Dame. Ce sont des Allemands cette fois. Les miliciens pris à partie par la foule ne doivent leur salut qu'à l'intervention rapide de la police. Comme par le passé, les trois couleurs flottent de nouveau sur l'Arc de Triomphe. Une nouvelle France est née, qui, la tête haute, digne des plus glorieuses traditions de son passé, a le droit, comme l'a dit le général de Gaulle, d'être au premier rang parmi les grandes nations qui vont organiser la paix et la vie du monde. Colonel Tanguy, quand les Allemands se rendent, cette capitulation a été signée par le général Leclerc. On a dit qu'il y a eu quelques zizanies entre lui
et vous, commandant des FFI, pour mettre votre nom au bas de cette capitulation, et qu'ensuite De Gaulle aurait plus ou moins blâmé Leclerc, que vous ayez pu co-signer avec lui. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue là-dessus? Exactement, quand on a amené Scholtys à la préfecture de police, quand il y a eu une discussion assez rapide quant aux conditions de la reddition, le Scholtys a signé et le général Leclerc. À ce moment-là, Valrimont, qui représentait le COMAC, c'était la direction militaire du Conseil national de la Résistance, a dit il faut que Rose signe. Et à ce moment-là, Leclerc a dit écoutez, tous mes moyens de liaison sont dans la gare Montparnasse, ne perdons pas de temps. Et nous sommes partis donc à la gare Montparnasse. Le général Leclerc avait parfaitement raison de gagner du temps pour éviter des pertes de notre côté. Et en arrivant à la gare Montparnasse, Scholtys a signé toute une série d'ordres de reddition particuliers des points d'appui qui résistaient encore. Et à ce moment-là, Valrimont a revenu à la charge et très vite, le général Leclerc a fait modifier la souscription de la Convention, me citant moi-même chef des FFI avant lui. Et j'ai signé. Par conséquent, c'était une chose pour le général Leclerc, rentrer avec une seule division dans Paris, flanc gardé par une division américaine, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tous ces objectifs désignés, FFI, français, 2e DB et américain, en quelques heures, nous avons obtenu la reddition. Et alors d'où est venue, soi-disant, cette irritation du général de Gaulle? De Gaulle, il a eu une réaction de militaire, une convention de reddition signée par 2 généraux et un colonel. Et alors il a demandé au général Leclerc, mais comment se fait-il qu'on l'a signé? Et à ce moment-là, Leclerc désignant Chaban, il dit Chaban était d'accord. Et à ce moment-là, sur les photos, on voit le général de Gaulle fusiller le Chaban. Et quelques secondes de réflexion, il a tendu sa main et il a dit ce que Chaban répète, il a raison, c'est bien Chaban. Mais ce n'est pas fini. Quand le général de Gaulle est sorti de la gare Montparnasse, et c'est Jean Marin qui, le lendemain d'ailleurs, l'a dit à la BBC, le général de Gaulle l'interpelle en disant « Le général allemand commandant le Grand Paris vient de se rendre au commandant de la 2e DB, au général Leclerc, et au commandant des FFI. » Et cela a été dit à la BBC le lendemain et imprimé dans le journal de Jean Marin, Les Nouvelles. Par conséquent, le général de Gaulle avait réfléchi, et à ce moment-là, comme il dit dans ses mémoires, je félicite aussi Rouletabille, etc., etc. Par conséquent, vous voyez que le général de Gaulle n'a pas fait de différence, après réflexion, entre les FFI et la 2e DB. Alors, j'ai une deuxième question qu'on n'a pas encore abordée jusqu'à présent. Vous étiez communiste. Et je suis toujours. Oui, et je vous pose la question, est-ce que l'irritation de Gaulle venait du fait que vous étiez colonel, FFI, ou du fait qu'étant communiste, il ne voulait pas que vous fussiez associé à ce qui était pour lui une sorte d'atteinte à la souveraineté absolue du gouvernement provisoire? Absolument pas. Et d'ailleurs, quand j'ai été nommé chef régional des FFI de l'Île-de-France, c'est aussi avec l'accord de Chaban. Et je me souviens d'une réunion avec Chaban et de mes camarades du comité d'action du Conseil national de la Résistance. Après mon compte rendu, eh bien, Chaban m'a félicité chaudement. Et là est née une amitié qui tient toujours. Je le sais, mais je vous demande quand même, pour l'histoire, d'où a pu venir cette idée que, d'une certaine façon, les communistes, à cette date, avaient l'intention de mettre la main sur le gouvernement de la capitale ou ailleurs.